à cette assemblée extraordinaire du conseil d'administration. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Je salue les gens qui nous regardent via le site Web. Donc, cette assemblée a lieu conformément aux dispositions de la loi 3. Ce qu'on va faire, c'est que Mme Danielle Lamarche, actuaire des régimes de retraite, va faire une présentation de la situation, puisqu'il faut présenter l'état de la situation financière des régimes de retraite de la STM. Donc, Mme Lamarche fera la présentation. Par la suite, il y aura une période de questions qui sera suivie par l'Assemblée extraordinaire formelle, donc avec adoption de l'ordre du jour et adoption effectivement de ce rapport. On prendra acte du rapport. Donc, j'invite Mme Lamarche à prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ma présentation fait suite aux exigences de l'article 57 de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. L'article 57 dit que le conseil d'administration doit faire rapport de la situation financière de chacun des régimes de retraite basé sur les conclusions de l'évaluation actuarielle de ces régimes en date du 31 décembre 2013. Alors, on doit indiquer notamment le résumé des principales dispositions des régimes, en fait, la valeur de l'actif et du passif de chacun des régimes, le déficit ou le surplus imputable au groupe des participants retraités et celui imputable au groupe des participants actifs, la cotisation d'exercice de l'employeur, donc de la STM, et celle des participants actifs au régime, la cotisation d'équilibre, la masse salariale des participants actifs et la valeur de l'indexation de la rente des retraités et des participants actifs. Alors, on va voir chacun de ces points-là au cours de la présentation. En guise d'introduction, avant de passer aux éléments prévus par la loi, les régimes qui sont visés par cette loi-là à la Société de transport de Montréal, il y a le régime du Syndicat du transport de Montréal, CSN, qui vise tous les employés d'entretien de la Société. Et il y a également le régime de retraite de la Société de transport de Montréal 1992 qui vise tous les autres employés de la STM, c'est-à-dire les chauffeurs, cadres et gestionnaires, contremaîtres, agents de la paix, commis divisionnaires, professionnels syndiqués et non syndiqués, personnel administratif, technique et professionnel. Il y a également un troisième régime, le régime de retraite des employés désignés de la Société de transport. Ce régime-là vise certains employés qui ont été désignés par le Conseil de la STM. En date d'aujourd'hui, en fait, depuis juillet 2012, il n'y a aucun participant actif à ce régime. À quoi sert le rapport d'évaluation qu'on a produit en date du 31 décembre 2013? Dans le cadre de la loi, il constitue la base de la restructuration qui est prévue et cette restructuration-là prend effet le 1er janvier 2014. Mais il permet aussi d'établir si le régime est admissible à un report, donc plutôt que de faire prendre effet à la loi au 1er janvier 2014, dans le cas de report, il y aura il y aura effet à l'expiration de la convention collective, mais le report est possible si le régime est capitalisé à 100% ou plus, ou bien, si ce n'est pas le cas, si le régime est capitalisé à 80% ou plus et le coût du régime est inférieur au maximum du coût qui est prévu en vertu de la loi. Et si le régime est admissible à un report, à ce moment-là, non seulement la restructuration prendra effet à l'expiration de la convention collective, mais elle se fera sur la base des résultats d'une autre évaluation, donc celle qui devra être faite en date du 31 décembre 2014 et non pas en date du 31 décembre 2013. Alors là, je vais commencer les exigences de la loi. D'abord, le résumé des principales dispositions. Je vais vous dire en même temps le résumé des dispositions des régimes 92 et des régimes CSN parce que vous allez voir, elles sont pratiquement similaires à peu de choses près. D'abord, le taux de rente. Les participants actifs accumulent une rente à raison de 2 % du salaire des 3 meilleures années au moment de leur cessation de participation. L'âge de retraite. Le temps d'âge est complété 5 années de service, ou bien s'ils ont complété 32 années de participation, ou bien si la somme de leur âge et de leurs années de participation totalise 85. Si un participant ne rencontre pas ces critères-là, il peut quand même partir à la retraite s'il est âgé d'au moins 55 ans, mais à ce moment-là, il aura une pénalité, c'est-à-dire que sa rente sera réduite de 3 %
par année d'anticipation par rapport à l'âge où il aurait pu partir sans réduction de rente. En cas de décès après la retraite, si le décès survient à l'intérieur d'une période de 10 ans suivant la retraite, la rente continue d'être versée aux ayants droit à 100 % jusqu'à l'expiration de la période de 10 ans. Puis après 10 ans, il n'y a plus aucune prestation de décès qui est payable. L'indexation, dans le régime 92, il n'y a aucune modalité d'indexation. Dans le régime CSN, il y a un fonds d'indexation qui a été mis sur pied et qui sert à verser une indexation annuelle égale à 50 % de l'IPC, donc de l'indice des prix à la consommation. Et cette indexation-là est accordée tant qu'il reste de l'argent dans le fonds. Donc, à chaque fois qu'on donne l'indexation, le fonds est réduit du montant de la valeur d'indexation qui est accordée. Au 31 décembre 2013, le fonds s'élevait à 16,3 millions. Les deux régimes ont des mesures temporaires qui s'appliquent aux participants qui vont prendre leur retraite dans le cas du régime 92 avant le 31 décembre 2019, dans le cas du régime CSN avant le 1er janvier 2022. Donc, le participant qui prendrait sa retraite avant ces dates-là pourrait bénéficier de modalités de retraite plus avantageuses. Donc, au lieu d'avoir droit à la retraite sans réduction après 32 années de participation ou la somme 85, c'est plutôt après 30 années de participation et la somme de l'âge et des années de participation totalise 80. Il s'agit du 1er décembre 2022. J'avais pas dit ça. Merci de me corriger. Et la prestation, et en plus, il y aurait droit à une prestation de raccordement. C'est une rente qui est payable entre la date de la retraite et l'âge de 65 ans. Donc, c'est une rente temporaire. Et cette rente est de 266,67 $ par année de participation au régime. Donc, après 30 années de participation au régime, le participant a droit à la rente maximale de 8 000 $. Maintenant, si on regarde le régime des employés désignés, c'est légèrement différent. Le taux de rente est le même, 2 % du salaire des 3 meilleures années à la retraite. L'âge de retraite sans réduction est plutôt de 60 ans, 30 années de participation, où la somme de l'âge et des années de participation totalise 80. Si le participant n'atteint pas ces critères, il peut partir à 52 ans, mais là encore, sa rente sera réduite de 3 % par année d'anticipation. En cas de décès après la retraite, peu importe quand le décès survient, il y a 60 % de la rente qui est payable au conjoint survivant du participant. Cette rente-là est payable la vie durant du conjoint. Et l'indexation, la rente dans ce régime-là est indexée annuellement selon 100 % de l'indice des prix à la consommation. Il n'y a pas de mesure temporaire. Vous avez à l'écran la valeur de l'actif de chacun des régimes à la valeur marchande. L'actif total est réparti en deux comptes, le compte général et la réserve, conformément à ce que prévoit la loi. Alors, dans le régime 92, on a 2,6 milliards dans le compte général et 181 millions dans la réserve. Dans le régime CSN, 835 millions dans le compte général et 60 millions dans la réserve. Et le régime des désignés, il n'y a que, c'est une façon de parler, il y a 800 000 $ uniquement dans le compte général, il n'y a pas d'argent dans la réserve. Le tableau du dessous détermine le surplus ou le déficit sur base de financement. S'il y a un déficit, ça indique le déficit qui doit être financé. Alors, pour déterminer le déficit ou le surplus, on compare l'actif qu'il y a dans le compte général au passif. Passif, autre information qu'on doit donner en vertu de l'article 57. Donc, le passif, on appelle ça aussi la provision actuarielle. Alors, dans le régime 92, quand on compare l'actif à la provision actuarielle, on constate qu'il y a un surplus de 20 millions et un taux de capitalisation de 100,8, ce qui représente le ratio du compte général sur la provision actuarielle. Dans le régime CSN, on est plutôt en déficit de 12 millions, donc un taux de capitalisation inférieur à 100 %. Et dans le régime des désignés, on a un déficit de 500 000, un taux de capitalisation de 60 %. Comme on est en déficit dans les régimes CSN et désignés, il faut amortir ce déficit-là sur une période de 15 ans. Dans le cas du régime CSN, ça représente une cotisation annuelle de 1,2 million pendant 15 ans. Dans le cas du régime désigné, le chiffre était petit. Là, la cotisation est de 47 500 par année.
Et une chose à savoir dans le cas du régime CSN, c'est que la réserve qu'on voyait dans l'actif, la réserve sert à payer 50 de la cotisation d'équilibre. Donc, l'argent qui doit être déboursé, c'est 600 000 parce qu'il y a 600 000 qui est transféré de la réserve pour financer la cotisation d'équilibre. Le régime CSN a également des modalités de partage de coûts de déficit avec les participants. Donc, la cotisation de 600 000 qui reste après transfert de la réserve, elle est partagée à part égale entre la STM et les participants, donc 300 000 chaque partie. Maintenant, aux fins de la restructuration et non pas du financement, la loi dit que le montant de surplus ou déficit qui fait objet de restructuration, c'est ce qu'on a vu dans la situation financière de financement, mais on doit réduire le déficit du montant de la réserve. Alors, dans le régime 92, on était déjà à 20 millions de surplus, donc si on se trouve indirectement à majorer le surplus de la réserve, ce qui donne un surplus de 200 millions. Dans le cas du régime CSN, le 60 millions de réserve efface le déficit de 12 millions et nous replace dans une situation de surplus de 48 millions. Le régime des désignés, il n'y a pas de réserve, donc on reste avec le déficit de 500 000. Maintenant, ces surplus ou déficits-là doivent être répartis entre le groupe des participants actifs et le groupe des participants retraités. Là, je veux dire d'emblée que quand on parle de répartition du surplus, c'est purement théorique parce que la loi nous dit d'indiquer la part imputable aux participants actifs ou retraités. Mais dans les faits, la loi n'exige le partage et la restructuration uniquement de déficit imputable à un groupe. Elle n'exige pas elle ne crée pas finalement de surplus à attribuer ou à utiliser par chacun des groupes. Donc, dans le cas du régime 92 et CSN, la part imputable aux actifs ou aux retraités, c'est illustratif seulement. Et ça se répartit, quand on a un surplus ou un déficit, la loi prévoit que ça doit être réparti en proportion de la provision actuarielle, donc du passif de chacun des groupes. Donc, on constate que dans le régime 92, les participants actifs représentent 41 des obligations du régime, les retraités 59 Dans le régime CSN, 38 les actifs, 62 pour les retraités. Et dans le régime des désignés, il n'y a pas de participants actifs, donc 100 est attribuable au groupe des retraités. Ce qui donne, dans le régime des désignés, donc finalement 500 000 attribuables au groupe des retraités. Et vous voyez les chiffres pour la répartition je répète, la répartition théorique de surplus dans les deux autres régimes. Quelle est la valeur de l'indexation des rentes payables aux participants actifs aux retraités? En début de présentation, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'indexation dans le régime 92, donc il n'y a aucune valeur associée à l'indexation. Dans le régime CSN, il y a un fonds d'indexation pour les retraités, et ce fonds d'indexation-là vaut 16,3 millions. Dans le régime des désignés, les rentes qui sont indexées à 100 de l'IPC, ça représente 400 000 la valeur d'indexation est de 400 000 Et finalement, les cotisations d'exercice dans chacun des régimes, vous voyez, les désignés, il n'y a pas de participants actifs, donc évidemment, pas de participants actifs, pas de cotisation d'exercice. Alors, le coût du régime, dans le cas du régime 92, il est de 18 et se répartit à raison de 12 à la STM. Ce sont des chiffres en pourcentage de la masse salariale. Donc, 18 de la masse salariale, 12 pour l'employeur, 6 des employés. Dans le cas du régime CSN, c'est plutôt 17,2 à raison de 9,6 employeurs, 7,6 employés. La masse salariale étant de 470 millions dans le cas du régime 92 et 145 dans le cas du régime CSN. Si on applique ces pourcentages-là à la masse salariale, ça donne des cotisations estimées en 2014 de 84,4 millions au total dans le régime 92, 56 millions la STM, 28 millions les participants, et le 25 millions du régime CSN est de 14 millions en l'employeur et 11 millions le participant. Il y a une note parce que dans le cas du régime CSN, ces cotisations-là ne prennent pas effet en 2014. La loi prévoit un décalage de cotisation d'1 an, donc elles prennent effet en 2015. J'ai terminé. Merci, Mme Lamarche, pour cette présentation très éclairante. C'est le moment de passer à la période des questions.
Je pense que même si les membres du Conseil avaient à nouveau des questions, mais on a pris connaissance de ces informations-là il y a quelques jours. Donc, en séance d'information, on a eu l'occasion de poser plusieurs questions, mais si d'autres questions surviennent ou si des gens de la salle veulent poser des questions, je vous en laisse l'opportunité. Alors, c'était très clair. Merci. Merci beaucoup. On va le faire à l'instant. Donc, maintenant que la présentation a été faite, nous allons procéder à l'Assemblée du Conseil plus formellement. Donc, d'abord, je vais présenter pour les gens qui m'accompagnent ce soir. Donc, je suis Philippe Schnob, président du Conseil. M. Pierre Gagné, bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, M. Francesco Miele, Mme Nathalie Pierre-Antoine, Mme Marie Plourde et Mme Marie Turcotte. Bonsoir. À ma droite, M. Luc Tremblay, directeur général par intérim, et Mme Sylvie Tremblay, directrice exécutive des services juridiques. C'était court, mais j'essaie de trouver, je pensais qu'il y avait 2 lignes, mais il n'y en avait qu'une seule. Alors, merci beaucoup. Donc, on va procéder à l'article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration de la Société. Qui propose M. Miele, appuyé par M. Gagné. Article 2. Prendre acte du dépôt de rapport de la situation financière de chacun des régimes de retraite de la STM, conformément à la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Alors, qui propose? Mme Turcotte, appuyée par Mme Lacroix-Perron. Alors, voilà, l'article 2 est adopté. Ça met fin donc à cette assemblée extraordinaire de la Société de transport de Montréal. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour une assemblée ordinaire du Conseil d'administration. Merci. Au revoir.